Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce journal d'un confiné au Maroc. J'essaierai de vous parler de moins en moins du coronavirus ou pas du tout. C'est ma manière à moi de résister. Cela fait 2 mois que nous baignons dans un bain de culture extrêmement stressant, angoissant et infantilisant qui s'appelle le coronavirus. Donc attendez-vous, s'il vous plaît, à partir des prochaines vidéos, à avoir le retour de d'autres thématiques, puisque la Terre ne tourne pas seulement autour du coronavirus, il y a d'autres problématiques et d'autres choses intéressantes à analyser ensemble. Bon, nous sommes le 11 mai, début du déconfinement en France. Je me permets donc de faire un bilan de cette pandémie du corona, essayer d'en tirer quelques conclusions, plutôt des questions, des ouvertures, puisque tout est brumeux, tout est confus. Dans un monde de plus en plus connecté, de mieux en mieux informé, nous sommes finalement redevenus des enfants qui nous accrochons à quelques phrases, quelques bouts de raisonnement, et il manque cruellement un esprit de synthèse et une synthèse, et des leaders mondiaux qui fassent une synthèse. Je pense que nous sommes les orphelins d'une grande synthèse pour savoir ce qui se passe aujourd'hui. Alors, la pandémie, au fait, du corona, elle se manifeste par trois grandes pandémies. Il y a la pandémie virale, celle du virus, qui est, on ne peut pas la questionner, elle existe, elle est réelle, elle a tué. Très bien. Il y a la pandémie de la panique et de son corollaire, la bêtise. Cette pandémie-là, elle est artificielle. Elle est largement créée par l'homme, par nous tous, puisque la panique est contagieuse et nous avons été des porteurs de panique, nous avons propagé cette panique, parfois même sans le vouloir, hein. Ce sont des choses qui se passent de manière subliminale et inconsciente, mais elle a aussi été créée, alimentée par un système médiatique qui est devenu fou. Un système médiatique qui a transférer la peur, mais dans tous les foyers. Moi, je le vois même ici autour de moi, au Maroc, c'est des gens de tous les milieux sociaux, même les analphabètes. Ils ont peur. Je vois des gens qui pleurent, je vois des gens qui réellement sont pris par une angoisse. Et souvent, j'ai envie de leur dire, mais vous avez d'autres problèmes que le corona. Il n'y a pas que le corona. Respectez le confinement, bien entendu, mais vous devriez avoir peur pour autre chose. Il y a tellement de problèmes autour de vous, dans vos foyers ou dans votre écosystème. Eh bien non. La panique, elle est partout. J'ai des amis sur Facebook qui ne parlent plus parce que je dis que le corona n'est pas le seul problème au monde. Je vois chez des gens très éduqués que je fréquente, ils sont en Asie, au Brésil, aux États-Unis, à Dubaï, je vois une crispation, une sidération et un refus de toute conversation qui ne soit pas dans la ligne qui de dire il faut avoir peur, on n'a jamais vu ça, il y aura un avant et un après. J'en doute forcément, pas fortement qu'il y aurait un avant et un après. Cette panique, elle est transmise par ce système médiatique qui a tout fait, mais sciemment, réellement sciemment, pour créer la peur. Vous prenez par exemple des journaux télévisés qui vous disent, qui vous donnent des bilans qui ne sont pas du tout relativisés. On vous dit il y a eu 300 morts en Espagne en 24 heures. Oh là là, quelle catastrophe. On ne vous dit pas combien il y a de morts en Espagne par temps normal. Je sais qu'en France, il y a 1600 morts par jour de morts naturelles, diabète, problèmes de cardiologie et de cardio, problèmes d'accident de la route, drogue, homicide ou autre. 1600 morts par jour, c'est la normalité en France, c'est la moyenne normale en France. Chaque année aux États-Unis, il y a 2,8 millions d'Américains qui meurent aux États-Unis par an. Overdose, homicide et mort naturelle. Hein. Je ne veux pas vous faire découvrir quelque chose d'évident qui est la finitude de l'être humain. Nous sommes programmés pour mourir. Et j'entends dans les médias, attention, les États-Unis ont perdu en 2 mois l'équivalent des morts de la guerre du Vietnam. Vous vous rendez compte, 50 000 morts dans la guerre du Vietnam en 10 ans de conflit, alors que le corona, il a éradiqué 50 000 Américains en moins de 2 mois. Attention, sidérez-vous, paniquez. Non, non, non. Les États-Unis, chaque année, juste pour les drogues dérivées de l'opium, perdent plus de 50 000 Américains, juste pour les drogues dérivées de l'opium. Voilà, tout ça, 50 000 sur 2,8 millions de disparitions aux États-Unis, de morts aux États-Unis. Voilà, et si je suis capable de faire cette espèce de remise dans le contexte, je pense qu'un patron de la rédaction est largement outillé pour le faire. Cette panique, avec son corollaire, hein, la bêtise, pour ne pas dire autre chose, elle touche, elle a sali la science. La science a failli. Je
je vous dis, moi, je ne suis pas encore capable de resituer le corona dans la hiérarchie des grandes pandémies, hein. Peste noire, choléra, sida, voilà, Ebola, j'en sais rien. Ce bilan est impossible à cause de la panique qui exige le suivi, donc la conformité, sinon vous êtes un pestiféré, vous êtes un asocial, vous êtes dangereux. Et elle est aussi causée par la paralysie de la pensée. Les scientifiques auraient dû monter au créneau pour relativiser les choses. À part quelques exceptions nobles, quelques nobles exceptions, c'est silence total au niveau de la science, et la science, elle n'en sortira pas indemne. Parce que si nous perdons la foi dans la science, nous perdons la foi dans l'Occident. Je l'ai écrit il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, je dis l'Occident, tout s'essouffle, l'architecture s'essouffle, le cinéma s'essouffle, les arts s'essoufflent, la politique, bien entendu, elle se décompose, mais au moins il y a la science, c'est le progrès technologique, le progrès technique qui est encore brillant, qui est en avance sur le reste du monde. Ben là, je crains que la science perde de sa superbe et qu'elle reçoive elle aussi une blessure narcissique qui est de dire elle est infoutue de nous expliquer ce qui se passe et de taire tous les prophètes de la mort qui tiennent aujourd'hui le micro de la parole autorisée. Tout a commencé avec Greta, qui a pipolisé la science, notamment la climatologie, qui est une science, un domaine noble, un domaine complexe. Il a été pipolisé par un enfant, hein, je suis désolé. Et là, avec le corona, là, nous avons hystérisé la science. Maintenant, vous avez la science est devenue l'équivalent d'une pensée magique. C'est dramatique ce que je dis là. J'ai l'impression que j'y crois vraiment. La science est devenue, elle s'est mariée avec une pensée magique diluée dans les veines du système médiatique et politique. Et sincèrement, je suis extrêmement inquiet parce que nous avons ouvert la boîte de Pandore. Maintenant, vous aurez des sectes, des religions qui vont commencer à vous donner, à exiger le contrôle de l'agenda politique, puisque même la science s'est alignée sur la pensée magique. Voilà, donc je vous ai dit, une pandémie virale qui existe, personne ne peut la remettre en question, et les gens meurent du corona, évidemment. Il y a une pandémie artificielle qui est celle de la panique, et avec son corollaire qui est la bêtise, qui atteint malheureusement notre système médiatique et qui salit notre science. Il y a aussi une troisième pandémie qui est la pandémie de la ruine économique. Et j'ai juste oublié de vous dire quelque chose. Dans la pandémie qui atteint la science, la pandémie de la bêtise qui atteint la science, il y a aussi une pandémie du manque du courage, pour ne pas dire autre chose, du manque d'audace. Combien de médecins ont fermé leur gueule? Combien de médecins se sont écrasés pendant 2 mois par peur des représailles? Et je veux dire quand même, dans des démocraties occidentales ultra avancées, où on a donné des droits hallucinants, on a failli donner le droit aux Français de faire des croisements entre les embryons humains et animaux, hein. C'est la loi de bioéthique qui a été retoquée de justesse au Sénat. Il y a juste 3 mois. Dans des pays ultra avancés où tout est permis, même tout ce qui va contre la nature, on ne permet plus l'audace. On ne permet plus le courage de dire « moi, je suis généraliste, médecin, je suis scientifique, et je m'oppose à ceci, à cela ». C'est terrible. C'est une régression de l'Occident, c'est une régression de la nature humaine. On a l'impression que ce n'est pas la même espèce en Occident aujourd'hui que les gens qui étaient là en 1940. Voilà, moi je ne vois pas Roosevelt, je ne vois pas Churchill aujourd'hui. Hein. Je ne vois même pas les mêmes personnes. C'est grave. Voilà, donc je reprends mon raisonnement. Donc, pandémie de la ruine économique, qui est le corollaire de tous les confinements, fermeture des frontières, panique. Parce que même si vous faites. Le confinement, la fermeture des frontières, ça peut se comprendre, mais la panique, elle alourdit tout, parce que les patrons de start-up qui sont en panique aujourd'hui, ils ne vont pas investir demain, en septembre. Il est illusoire de s'attendre à un futur vert si nous avons fait paniquer, si nous avons infantilisé, si nous avons ruiné les patrons de start-up, les fonds d'investissement et autres. Donc je me dis, normalement, nous devrions être catastrophés, non pas par le corona, mais par les résultats. Par ces deux pandémies, de la panique et de la ruine économique, et donc sociale. Eh bien, je ne sens pas ça quand je vois la télévision française. Hein. Je ne vois pas la tristesse des hommes politiques. Je vois plutôt des gens satisfaits d'eux-mêmes, ravis d'avoir bloqué un pays, ravis de déconfiner de manière graduelle, ravis de bloquer les transports en Île-de-France. Ils devraient au moins parler en baissant un peu la tête quand même. Et je me dis,
est-ce que cela ne s'inscrit pas dans un projet politique? Je n'en sais rien, je n'ai pas de preuves, je n'ai pas accès aux documents secrets. Je regarde juste les choses, j'essaie un peu de décoder. Parce que là, on a été, comment dirais-je, brisé. C'est comme une expérience carcérale ou une expérience militaire, qui est un peu la même chose. Vous savez, quand vous rentrez dans l'armée, on vous réduit votre portion calorique, vous avez faim tout le temps, on vous réduit vos horaires de sommeil, on vous donne un numéro, vous devenez un numéro, on vous met un uniforme, le même, vous dormez plus dans votre chambre normale, vous êtes dans un dortoir, vous perdez en privacité, et donc vous êtes cassé. Après, quand on vous a cassé, quand on vous a déconstruit, on peut vous reconstruire et faire de vous un magnifique officier, un magnifique serviteur de sa patrie ou autre. Je ne suis pas contre l'armée, j'ai beaucoup d'admiration pour le monde militaire, mais je vous raconte la réalité. Eh bien là, nous avons été cassés. Des fortunes ont été cassées, des espoirs ont été cassés, des carrières ont été cassées parce que des grands cadres supérieurs qui perdront leurs emplois parce que l'économie s'est effondrée. On nous a appris le confinement, on nous a appris à fermer nos gueules et à devenir des gens qui pensent à acheter de la nourriture, à respecter des horaires et tout ça. Donc, on n'en sortira pas indemne. Si au moins le déconfinement était normal et on nous autorisait à revenir travailler, non, là, je vois un déconfinement très lent. Donc, je me dis que on nous a pas cassé. Enfin, on veut profiter. On va capitaliser sur notre déconstruction pour faire de nous autre chose, pour reconstruire un monde nouveau, lequel, j'en sais rien. Vous savez, si vous voulez obtenir d'une population un consentement, il n'y a pas 36 manières. Il y a la terreur. Bon là, la terreur, vous regardez du côté de Daesh et vous allez voir ce que c'est, ou de la révolution culturelle chinoise ou autre, ou du monde soviétique, ou des narcos, hein, vous savez, les narcos, vous savez, avec 2-3 gars armés d'un fusil, vous contrôlez une favela au Brésil de 200 000 habitants. Il suffit de couper les têtes et de faire des choses comme il faut, entre guillemets. Hein. La terreur marche très bien. Mais dans un État démocratique, c'est inacceptable. Donc vous avez la terreur, bon, qu'on évacue rapidement. Vous avez la séduction, mais dans une économie mondiale qui est extrêmement déséquilibrée, dans des pays européens qui sont en faillite, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est M. Fillon qui l'a dit il y a presque 10 ans. Donc vous ne pouvez pas ouvrir le robinet des droits et des allocations, vous ne pouvez plus le faire. Et donc vous avez la troisième voie, c'est celle du confinement. C'est-à-dire de priver les gens des libertés pour un bon motif, le coronavirus, vous les privez de leur liberté, donc vous les dressez, on parle de dressage, hein, de déconstruction, vous le remettez à leur place, vous leur dites voilà, il y a le Léviathan, l'État, et vous êtes moins que rien. Et puis après, vous desserrez l'étau, petit à petit, en contrepartie d'un changement de conduite de ces personnes-là, d'un consentement. Je le vois venir en Espagne, on est en train de réfléchir à un nouveau pacte social espagnol, avec plus de centralisation à Madrid, parce que le virus l'impose, le virus, j'ai entendu M. Sanchez, le Premier ministre, le dire, le virus nous impose cela. Un commandement unique au niveau de l'Espagne et moins de concertation avec les provinces espagnoles, comment on dit, les autonomies. On le voit en Italie, je ne sais pas ce qui se prépare en France, mais en tout cas, les gens, ils sont capables de signer en bas de tout et n'importe quoi, parce qu'ils ont été brisés. Ça rappelle hein, ce qui s'est passé en Algérie pendant la contre-insurrection entre 54 et 62. J'ai consacré une biographie à David Galula, le père fondateur de la contre-insurrection, ou plutôt d'une école de contre-insurrection qui a le vent en poupe aux États-Unis. Et Galula, en Algérie, il a dit, moi, j'ai deux choix, soit je distribue des bonbons, sauf que j'ai pas beaucoup de bonbons, donc je suis pas sûr de séduire la population, soit je réduis les libertés des gens, c'est-à-dire je leur mets un couvre-feu, je les confine à leur village, pas à leur région, à leur village, et après je vois qui est qui, je fais des carnets de circulation avec des autorisations dérogatoires, hein, ça ressemble à ce qu'on a aujourd'hui, de circulation, et on va permettre aux gens on va permettre la circulation dérogatoire aux gens qui jouent le jeu de la France. C'est dans mon livre, hein, et ça a marché. Donc il a soumis la population à une énorme pression, la population de son secteur en Kabylie. Il était chef d'un capitaine responsable d'une compagnie d'infanterie de 150 soldats, donc il s'occupait d'un secteur en Kabylie, d'un Jbel Aïssamimoun, d'une montagne de 800 mètres d'altitude, donc disons une grosse colline, où il y avait 5-6 villages algériens, kabyles. Et ben il a fait ce qu'on fait aujourd'hui, il a congelé la vie sociale, il a donné des papiers à chacun pour savoir qui est qui a le droit de sortir, qui n'a pas le droit de sortir, et puis il a permis à la population de retrouver sa vie normale
à condition de respecter les règles du jeu de la France. Donc, pas celles du FLN. Il y a une histoire savoureuse, hein, les gens sont venus le voir, ils ont dit, mais monsieur Galula, capitaine, on voudrait presser nos olives, vous ne les voyez pas en train de pourrir, il y a une durée de vie de l'olive, il faut qu'on les presse pour avoir de l'huile d'olive. Il leur a dit, bah, d'accord, je vous donne l'accès au village où il y a le pressoir si vous élisez un conseil municipal qui joue le jeu de la France. Voilà, c'est de la politique. C'est le confinement. Demain, on peut demander aux Français je sais pas moi, de signer une nouvelle charte européenne pour pouvoir avoir le droit d'aller en vacances. Ça, rien, enfin, c'était absurde il y a 2 mois, maintenant c'est plus absurde. Quand vous voyez le taux d'adhésion des Français aux mesures qui privent des libertés, les gens, ils ont renoncé à tout en 5 secondes, pris par la panique. Ben, les mêmes personnes peuvent voter pour une remise à plat complète du pacte social. Voilà, mon propos s'adresse vraiment aux pays européens, pays d'Europe de l'Ouest, je ne sais pas, peut-être aux États-Unis, où il y a un pacte social à renégocier parce qu'il est arrivé à bout. Dans les pays Maghreb, Afrique, c'est des pays extrêmement fragiles. De toute façon, ils n'auraient pas pu échapper à la règle du confinement parce que sinon, ils n'auraient pas été aidés par les FMI, Banque mondiale, vous savez, hein, ce sont des organismes qui distribuent les certificats de respectabilité. Et de toute façon, le pacte social dans ces pays-là, Maghreb, pays, monde arabe, Afrique, ils sont ce qu'ils sont. Je ne les vois pas. Enfin, ils ne peuvent pas changer, à mon humble avis, Corona ou pas. Les gens essaient de faire fonctionner l'économie sans que la cocoso minute sociale explose. Là, vraiment, je réfléchis dans les pays dits avancés, là où les systèmes sont arrivés à bout et où les oligarchies ont besoin de renégocier le pacte social sans avoir à faire de la démocratie participative, hein, pour paraphraser Madame Royal. Donc je me réjouis dans un certain sens, puisque je me dis qu'il y a un Machiavel ou des Machiavels, ou des Machiavels en réseau qui réfléchissent et qui sont en avance de phase sur nous, sur moi notamment. Je suis ravi de voir que notre époque a retrouvé, hein, je fais un peu d'ironie là, mais je suis ravi de voir que notre époque a retrouvé un peu de génie des sciences politiques européennes. Machiavel, Le Prince, c'est 1523. Donc je suis ravi qu'en 2020, nous soyons encore à nouveau en pointe dans le contrôle social, parce que Le Prince de Machiavel, c'est du contrôle social pur et dur. Je suis ravi de retrouver comment dirais-je, cette fulgurance européenne, occidentale là-dedans. J'espère que ce sera pour un bon projet, une bonne utopie. J'ai mes doutes, mais en tout cas, bon, quelque chose se passe et elle est orchestrée par des gens extrêmement brillants. Voilà. Merci beaucoup. À la prochaine, et j'espère, comme disait Bill Clinton, Bill Clinton disait que si vous n'êtes pas autour de la table, c'est que vous êtes certainement dans l'assiette. J'espère qu'on ne sera pas vraiment dans l'assiette, j'espère que la prophétie de M. Clinton ne se réalisera pas, et que ce nouveau projet qui sera instauré dans l'Occident dans les prochains mois ne sera pas complètement antipopulaire et anti-national, et anti-civilisation occidentale. J'ai mes doutes, mais j'ai décidé de parler de moins en moins du corona, donc je préfère terminer ici par une note d'espoir. Et nous allons résister maintenant par autre chose. Résistons par la beauté, résistons par l'art, résistons par l'action politique, mais cessons de grâce de nous focaliser sur ce maudit virus et sur ses maudites conséquences socio-économiques et politiques. À bientôt, au revoir.